ce matin pour essayer de comprendre ce qui se joue actuellement au Moyen-Orient. Et sur le plan économique, l'économie mondiale est en train de traverser une période, alors je ne dirais pas inédite, parce qu'il y a déjà eu des périodes de conflits importants, il y a déjà eu des périodes, disons, de secousses très importante. Je pense à la période Covid, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Est-ce que là, il y a une spécificité qui fait que cette crise se distingue des autres? Mais écoutez, c'est une crise qui rappelle à bien des égards celle de l'invasion de l'État par les États-Unis en 2003. Bon, le modus operandi est le même, les conséquences sont différentes. Aujourd'hui, nous sommes sur une puissance régionale de la taille de l'Iran qui a de l'impact et de la possibilité de faire mal à l'économie mondiale à travers le contrôle des deux détroits, d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, Ormuz et Bab el-Mandeb à travers ces proxys. Et donc, aujourd'hui, nous assisterons à beaucoup d'instabilité, surtout que et vous avez bien fait de parler de la Covid-19, parce que la Covid-19 nous a rappelé que l'économie mondiale était fragile. On vient de sortir d'une période de forte inflation, si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, les tensions au Moyen-Orient risquent de raviver cette tension inflationniste. Les prix du baril ont grimpé. C'est l'anticipation par les marchés de la durée que pourrait prendre ce conflit. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une zone d'incertitude sur une économie mondiale qui peine encore à sortir définitivement des traces de la Covid. Voilà qu'on l'enfonce dans une nouvelle crise, alors à côté de la crise d'Ukraine. Donc nous passons de crises à des crises avec S à la fin. Et donc ça, l'accumulation de ces tensions à l'échelle mondiale n'augure rien de bon pour l'économie internationale. Oui. Alors, à quoi il faut s'attendre dans les jours à venir? Alors, bien sûr, on ne lit pas dans les boules de cristal, bien évidemment, ni vous ni moi, mais qu'est-ce qui pourrait permettre à l'économie mondiale, finalement, de pas trop mal s'en sortir? Est-ce que ce serait un dénouement assez rapide de cette guerre, ou est-ce que ce serait la possibilité pour les navires de franchir tout de même le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire de militairement pouvoir le sécuriser? Qu'est-ce qui ferait que finalement cette crise elle deviendrait presque incolore pour l'économie mondiale? Alors, incolore, c'est très difficile parce que nous sommes en présence d'un pays qui a été agressé et qui est prêt à tout faire, hein. Il est prêt même à embraser la région. D'ailleurs, la stratégie, c'est d'inclure un maximum de pays dans la tension, comme ça on en fait une crise mondiale. Maintenant, l'idée de la France et du président Macron, du président Trump d'envoyer la protection pour les pétroliers est une expérience qu'on a déjà essayée à l'occasion de la première guerre du Golfe, c'est-à-dire la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et ça avait donné un bilan très lourd, aussi bien en matière humaine. Là, les pétroliers, les brigades de protection étaient la cible des frappes des deux camps. Mais économiquement parlant, ça n'a pas non plus réglé le problème. Au contraire, nous allons avoir une complexification du problème. Je pense qu'aujourd'hui, la solution la plus raisonnable serait de revenir à la table de négociation, à la table de discussion, même si aujourd'hui c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on demande, que demandent les uns et les autres, puisque visiblement, l'Iran avait accepté les conditions américaines, sans les dire du ministre des Affaires étrangères Roumanie. Mais malgré ça, on a frappé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une frappe qui vise à semer le chaos. C'est-à-dire, on dit que quelle que soit la personne qui viendra remplacer Khamenei sera la cible. Donc, ici, l'objectif est vraiment de semer le chaos. Et on a vu la suite des guerres en Afghanistan et en Irak, et on a mis plus de 20 ans à en sortir. Maintenant, un pays aussi grand que l'Iran, on parle d'1,6 million de kilomètres carrés, presque 88 millions d'habitants. L'enfoncer comme ça dans le chaos, ce n'est pas bon pour la région, surtout que ce pays, dans sa chute, il va emporter des pays du Golfe avec lui à travers des frappes ciblées. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une configuration où nous cherchons non pas à déstabiliser l'Iran, mais à déstabiliser tout le Moyen-Orient pour des desseins
qui finiront par consacrer Israël comme la force hégémonique dans la région, entourée de pays complètement affaiblis, complètement en état de désorganisation. Oui, alors comme vous le dites, évidemment, l'idéal c'est de retourner à la table des négociations, mais à ce stade, plus personne ne veut se parler, ni côté américain, ni côté iranien ne souhaite parler à l'autre en face. Mais il y a quand même eu des négociations avant, des négociations qui ont failli aboutir, finalement ça n'a pas été le cas, les frappes ont été lancées. Mais est-ce que, selon vous, ça remet en cause la parole donnée? Parce que c'est vrai que les États-Unis avaient dit, ben, si on arrive à un accord, ben, à ce moment-là, il n'y aura pas de frappe. Grosso modo, c'est ce qui avait été annoncé, mais finalement, ces frappes ont eu lieu et cette guerre a lieu actuellement. Est-ce que, du coup, ça ne remet pas en cause la parole, aussi la parole politique? Oui, absolument, surtout que ce n'est pas la première fois. Rappelons-nous, dans la guerre des 12 jours, celle qui a précédé cette frappe, les États-Unis ont utilisé les négociations comme un leurre. Ils disaient pendant les négociations que ça avançait bien, qu'ils ont entendu des choses très intéressantes de la part de l'Iran, que la levée des sanctions pourrait être imminente, et qu'il restait juste quelques ajustements. Et puis on se retrouve avec une frappe. La même chose maintenant. On apprend que la date de la frappe, de la dernière frappe-là, a été décidée il y a plusieurs semaines. C'est-à-dire que à quoi servaient les négociations, puisqu'on avait décidé de frapper plusieurs semaines avant la frappe. Et encore une fois, comme l'a confirmé le président, enfin le ministre romain des Affaires étrangères, on était proche d'un accord et vraisemblablement, toujours selon ses dires, que les États-Unis ont obtenu ce qu'aucun président américain n'a pu obtenir depuis Carter. C'est-à-dire, on parle depuis la révolution iranienne en 79. Donc ici, l'idée n'était pas que le nucléaire, sachant que même de l'avis l'agence internationale de contrôle des armes nucléaires, l'Iran n'était pas proche de l'arme nucléaire, mais là, l'idée ici, c'est complètement de déstabiliser le pays, de changer le régime. Mais le problème, c'est quand on pose la question, notamment quand on pose la question à Marc Rubio, et après, est-ce qu'il y a quelqu'un pour remplacer? Les réponses soit restent très vaseuses, soit carrément non, parce que Donald Trump disait que bon, nous avions identifié 3 personnes qui pouvaient succéder à Khamenei et quand elles ont toutes été tuées. Et aujourd'hui, on dit que toute personne qui succéderait à Khamenei serait la cible. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de semer le chaos et qu'on rende le pays complètement ingouvernable. Et un pays ingouvernable, on a vu ça avec la chute de l'Irak et de la Syrie, c'est les groupes terroristes qui fleurissent, c'est l'instabilité qui est accrue, ce sont tous les risques qui se multiplient. Mais pour les États-Unis, c'est la théorie du chaos contrôlé. Donc, à partir du moment où ça se passe loin du territoire américain, donc c'est un chaos qu'on peut contrôler. Malheureusement, ce sont nos pays frères du Golfe qui sont victimes de cette guerre. Les pays du Golfe qui ont tout fait pour éviter cette situation. Ça dégénère. Nous condamnons le plus fermement possible les frappes qui ont visé les Émirats, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Mais on espère que des sages restent encore dans ce monde pour amener les gens à la table de négociation et discuter. Oui, alors justement, avec ces pays du Golfe qui ont été donc visés, qui sont toujours visés par l'Iran, qui sont frappés quotidiennement, est-ce que, à votre avis, ils n'ont pas un peu changé d'opinion sur l'Iran? Au départ, ils espéraient un statu quo avec la possibilité que les négociations avec les États-Unis aboutissent, surtout pas que quiconque puisse ouvrir le feu. Mais là, aujourd'hui, maintenant que c'est fait, est-ce que eux non plus ne souhaitent pas qu'il y ait un changement de régime, après tout, pour qu'il y ait un nouvel ordre régional? Alors aujourd'hui, votre question est très intéressante parce qu'elle appelle plusieurs niveaux de réflexion. Alors d'abord, les pays du Golfe ont beaucoup misé sur la protection américaine à travers l'installation de bases. Alors, on a vu que ces bases n'ont pas été opérantes et que la protection d'Israël passait avant la protection de ces pays arabes. Donc, je pense que ça va appeler à un changement profond dans la doctrine de ces pays, notamment quant au parapluie militaire américain. Effectivement, l'Iran agresse ces pays, il n'a pas le droit, et je pense que c'est du droit de ces pays arabes de trouver ça complètement inacceptable. Et ils ont tous les moyens et la légitimité pour se défendre parce que c'est une agression. Il n'y a pas une qualification, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une agression contre des pays frères, des pays qui nous ont toujours soutenus dans notre cause nationale. Et je rappelle qu'on peut en fait seuls, à un certain moment, à la fin des années 70, seuls ces pays-là sont restés jusqu'au bout avec nous.
et n'ont jamais montré aucun fléchissement dans leur soutien à notre cause nationale. Donc, c'est un devoir pour nous de le rendre. Maintenant, d'un point de vue géopolitique, aujourd'hui, les craintes de beaucoup d'experts, les craintes de beaucoup d'observateurs, et on en fait partie ici au Maroc, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on va attirer ces pays du Golfe à une confrontation directe avec l'Iran, et puis que les États-Unis et Israël se retirent de ce conflit et laissent les Iraniens et les pays du Golfe en face à face, en train de vendre des armements à l'un et puis à créer de la zizanie chez l'autre. Donc ça, c'est un risque géopolitique majeur que nos frères des pays du Golfe doivent peser et doivent mesurer, parce qu'une fois qu'ils mettront un pied dans cette guerre, le retour en arrière deviendra très difficile, voire même Oui, impossible. oui. Donc il faut vraiment qu'ils fassent très attention à ce qu'ils ne soient pas attirés dans cet engrenage. Oui, c'est pourtant ce que cherche à faire Téhéran, selon vous, les attirer dans cet engrenage, parce que pour l'instant, c'est vrai que les différentes armées, que ce soit saoudiennes, qataries ou émiraties, ne sont pas du tout intervenues. Pour l'instant, c'est juste de la protection de boucliers pour éviter les attaques, les frappes iraniennes, mais il n'y a aucun appareil qui a été envoyé pour bombarder l'Iran, par exemple. Alors, en fait, aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'Iran cherche à montrer au monde entier que toutes les cibles dans la région seront légitimes, particulièrement les cibles américaines, seront légitimes et seront attaquées. Et aujourd'hui, cette agression iranienne des pays du Golfe, son objectif d'un point de vue iranien, c'est de créer, comme j'ai dit au début, c'est de créer les conditions d'un conflit général et ouvert. Et si je suis frappé, tout le monde sera perdant. Et donc ça, c'est sa doctrine. Aujourd'hui, les États-Unis ils ont la responsabilité, aussi bien juridique que morale, de protéger ces pays, parce qu'il y a des accords de protection, il y a des bases militaires sur la place, et donc c'est leur droit c'est leur devoir de protéger ces pays, surtout que ces pays ne veulent pas rentrer en guerre. Donc c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et par l'Israël. Et les pays du Golfe n'ont pas à en payer les prix. Et donc, il faut que les Américains activent leur protection tel que ça a été promis et tel que ça a été payé par ces pays. Je rappelle que ces pays abritent des bases militaires américaines, et c'est le rôle de ces bases de les protéger contre des agressions. Alors, effectivement, l'agression iranienne sur les pays du Golfe est inacceptable, mais aujourd'hui, les États-Unis qui ont provoqué cette guerre doivent prodiguer la protection militaire nécessaire à ces pays du Golfe. Oui. Alors malheureusement, le temps nous est compté. J'aurais bien aimé vous poser 2-3 questions sur le rôle d'Israël dans tout ça, mais c'est vrai que malheureusement, ce sera pour une prochaine fois, parce que de toute façon, on aura l'occasion d'échanger de nouveau à propos de ce conflit qui secoue malheureusement le Moyen-Orient. On aura l'occasion de vous retrouver dans la matinale de Medi 1 TV. Merci Nabil Adel. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci encore et excellente journée.